Donc moi je m'appelle Gabrielle, je fais partie du comité de la jupe du collectif du Rhône et je suis arrivée en juin 23, donc ça fait un peu moins d'un an. Je suis venue pour plein de raisons. La raison principale c'était la recherche d'un espace dans lequel un espace où aborder ces questions intellectuelles du féminisme et de la religion. Et lors d'une réunion du comité de la jupe, parce que je suis aussi engagée écologiquement dans un collectif qui s'appelle Alternativa Rhône, qui est donc un collectif qui lutte pour la conservation de la planète, contre toutes les... Enfin, un collectif écologique, on va dire, qui maintenant qui a changé un peu d'identité, qui s'appelle maintenant Action Justice Climat Lyon, parce que ce collectif a voulu aussi se pencher plus sur les questions de justice sociale, de l'écologie, de la lutte écologique en lien avec les questions de justice sociale. Pour beaucoup de raisons. Une des raisons principales qui tient au contexte local du Rhône de Lyon, c'est la question du développement, de la prise vraiment de masse des extrêmes droites à Lyon, et de comment cette extrême droite, ces collectifs d'extrême droite fascistes grignotent un peu, commencent à grignoter certaines sphères, notamment certains termes écologiques. Et donc j'ai parlé d'un livre qui s'appelle, d'une présentation dans le cadre d'une programmation antifasciste d'Alternativa, donc d'Action Justice Climat. Il y avait la présentation d'un livre d'Antoine Dubiot, et ce livre s'appelle Écofascisme. Donc Antoine Dubiot, c'est un doctorant en géographie, et le livre est d'abord inspiré de son activité de veille antifasciste qu'il relate dans un blog. Et dans Écofascisme, dans son livre, il entreprend une sorte de clarification des termes liés à l'écologie, pour empêcher une appropriation, une récupération de ces concepts, de ces termes par l'extrême droite. Et là, je vais vous faire un peu une présentation de son livre, parce que ça va permettre de d'irriguer, on va dire, la table ronde après. Donc même si l'écologie est portée plus largement par la gauche depuis les années 68, depuis le moment 68, avec la critique du capitalisme extractiviste, donc la société de consommation, avec la critique du capitalisme extractiviste, la critique de la société de consommation, elle n'est pas forcément naturellement de gauche, l'écologie. Les premiers mouvements écologistes sont d'ailleurs plus issus d'un mouvement de protectionnisme qui appelait à la création de grandes réserves africaines vidées de leurs habitants pour conserver une sorte de vision un peu naturelle, paradisiaque de la faune. Et je ne vais pas m'étendre plus, je vous invite à lire un livre incroyable de Guillaume Blanc qui s'appelle « L'invention du colonialisme vert, en finir avec le mythe de l'Éden africain ». Donc ça, c'est un peu les premiers mouvements écologistes, c'est ces mouvements de protectionnisme de la nature. Et en étudiant l'écofascisme, Antoine Dubiot, il pointe un risque de plus en plus grand, d'abord de développement à plus grande échelle d'une écologie dite réactionnaire, et donc il appelle ça la fascisation de l'écologie, et en même temps de récupération de l'écologie par l'extrême droite pour faire avancer leurs idéologies racistes, leurs idéologies suprémacistes, réactionnaires, et ça serait l'écologisation du fascisme. Donc il étudie vraiment ces deux phénomènes qui sont distincts, ces deux processus distincts, la fascisation de l'écologie et l'écologisation du fascisme, qui sont à la marge tant des mouvements écolos pour le premier et du fascisme pour le deuxième. C'est pas des mouvements qui sont très prégnants encore aujourd'hui, mais ça commence. Et il étudie comment, en fait, il faut faire très attention aux termes et à bien clarifier les termes, parce que c'est là qu'il peut y avoir une petite pente glissante. Ensuite, il continue, donc ça c'est un peu son introduction, et il fait il reprend la définition du fascisme d'un sociologue qui s'appelle Hugo Paletta. Et pour ce sociologue, le fascisme, c'est d'abord une doctrine avec des textes qui produit des idées. Donc la doctrine du fascisme, c'est l'unification et la régénération de la nation, du peuple, de la culture, en un corps homogène qui serait débarrassé de ces éléments perturbateurs. Et donc c'est une doctrine qui appelle à se débarrasser de ces éléments perturbateurs. C'est ensuite un mouvement, un ensemble d'organisations qui va diffuser cette doctrine. Et dans un contexte de crise, ces mouvements prennent de plus en plus d'ampleur. Et enfin, le fascisme, c'est aussi un régime au pouvoir.
Mais pour l'instant, cette troisième dimension ne nous concerne pas, et pas encore, je l'espère. Donc il décrit surtout, il utilise vraiment ces deux, il prend vraiment l'idée de la doctrine et du mouvement pour diffuser cette doctrine. Et donc pour la fascisation de l'écologie, donc je vais commencer par la fascisation de l'écologie et après je parlerai de l'écologisation du fascisme. Pour la fascisation de l'écologie, Antoine Dubiot, il analyse un certain nombre de termes, de concepts et pointe leur ambiguïté qui, et il cite, alimente un certain réservoir de l'écofascisme. Et donc, il analyse beaucoup de concepts, ça peut être celui de la surpopulation. Ah non, mais on est trop dans le monde, regarde la population africaine, en Chine, etc. Et ça, il dit que ça peut être une pente glissante de contrôle et de toujours contrôler un certain type de population. Il analyse aussi la question de l'effondrement ou de la décroissance. La décroissance, c'est un terme qui émerge d'abord dans les années 70 pour critiquer le productivisme. Et à la fin des années 90, il y a un début de réappropriation par les réactionnaires qui vont brouiller ce terme et qui vont le lier avec la critique de la modernité. Décroître, ça serait un peu revenir au doux temps des paysans. Et du coup, le doux temps des paysans, c'est aussi un appel à décroître les droits humains. Il prend aussi la question de la surconsommation, de la nature qui permettrait de faire revenir à un état de nature pour justifier un peu toutes les inégalités, toutes les dominations en les naturalisant. Non mais les femmes sont plus faibles que les hommes, tout le monde le sait, c'est la nature, etc. Et donc, j'essaie de faire court. Donc, pour la fascisation de l'écologie, il la lie aussi avec un processus qui est un autre processus qui serait la dépolitisation de cette écologie. Et le livre, donc dans son livre, il présente tout ça, et le livre, il est suivi après d'un autre texte qu'il a écrit qui s'appelle « L'écologie n'est pas apolitique ». Et il l'étudie notamment avec la figure d'Hugo Clément. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Hugo Clément. C'est un ancien journaliste de quotidien qui est assez jeune, assez connu, plutôt beau gosse. Et donc, non mais ça sert. Non mais ça sert parce qu'il c'est un peu, il en fait un peu son fond de commerce parce que ça lui permet d'être un peu le chantre d'une écologie un peu jeune, un peu branchée sur les réseaux sociaux. Et un peu bobo, oui c'est vrai, carrément bobo. Et il utilise cette figure-là parce que Hugo Clément, il est intervenu lors d'un événement de valeurs actuelles. Et il a justifié son intervention à cet événement de valeurs actuelles en disant « Non mais c'est important d'aller prêcher sur l'écologie, dans les lieux où on ne va pas forcément la trouver, parce que c'est un problème politique qui concerne tout le monde, etc. » Mais Antoine Dubiot, il rappelle bien qu'en fait, tout problème politique, il va concerner tout le monde. Et que les responsabilités de la crise écologique, elles sont bien différentes. Enfin, les responsables de la crise écologique, ils sont bien identifiés. Et ces responsabilités, elles sont niées par valeurs actuelles. Et il y a un vécu des conséquences de cette crise qui est bien différente, elle aussi, et qui ne va pas toucher les personnes qui lisent valeurs actuelles. Et donc, c'est en pointant les responsables, ce que dit Antoine Dubiot, c'est que Hugo Clément, en fait, il occulte cette réalité de la différence entre les personnes les plus touchées, les victimes premières de ces dérèglements, et les personnes qui sont les plus en responsabilité. Et qu'il faut, il faut pointer les responsables, mettre les responsables face à leurs responsabilités, si on veut un peu endiguer le désastre qui est en cours, si on veut donner les bonnes réponses, si on veut apporter ces bonnes réponses. Maintenant, j'ai bientôt fini. Concernant l'écologisation du fascisme, donc après, il parle de cette écologisation du fascisme. Des idéologues d'extrême droite s'approprient l'écologie depuis environ une cinquantaine d'années en France, avec la création, dès la fin des années 60, du think tank La Nouvelle Droite, qui a entrepris de rénover un peu intellectuellement la doctrine fasciste. Et dès la fin des années 70, le début des années 80, donc fin des années 60, création de ce think tank La Nouvelle Droite, fin des années 70, début des années 80, ce think tank marque un tournant écologique parce qu'il va tenter d'agréger ensemble plein d'idées, l'idée du déclinisme de la société, l'idée du déclinisme et de la sacralisation de la nature. Et donc l'écologie, c'est un peu un moyen d'articuler ces idées pour construire un nouveau projet. Et le think tank, il va reformuler des idées, des concepts qui viennent de la gauche écologiste, comme la critique de la société de consommation, la notion de décroissance, etc. Et il va aussi traduire des penseurs états-uniens, notamment des penseurs de l'écologie profonde, et ces penseurs, ils appellent à se soumettre aux lois de la nature.
Donc, il parle de l'analyse de ce concept de nature, se soumettre aux lois de la nature pour justifier un peu toutes les dominations. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement national très, très constitué de l'écofascisme. Antoine Dubiot, il parle plutôt d'une constellation de groupuscules qui s'inspire du travail de la Nouvelle Droite. Et en fait, la Nouvelle Droite, une des idées qui a été diffusée, c'est la notion d'enracinement, qui est un concept historique de l'extrême droite. La notion d'enracinement, c'est l'idée que les communautés humaines ont un lien écologique, spirituel avec le territoire auquel elles sont rattachées, qu'elles ont toujours habité, quelque chose de profond, et qu'il faut préserver ce lien des arrivées extérieures, sinon c'est la décadence. Voilà. L'écofascisme appelle donc, la fascisation l'écologisation du fascisme appelle donc à protéger cette identité en protégeant l'environnement. C'est en protégeant l'environnement qu'on va protéger l'identité française, par exemple, l'environnement naturel qui abrite ces communautés. Par exemple, on peut voir une génération identitaire qui a été dissous, donc c'est un groupe fondé, nous sommes à Lyon, dans l'ouest lyonnais, qui appelait à lutter pour protéger la forteresse Europe contre l'assiégement par des exilés, etc. Ils ont fait des grandes marches en polaire bleu dans les Alpes, ils brouillaient les pistes des exilés qui essayaient tant bien que mal de passer entre l'Italie et la France, etc. Ils pourraient un peu se refaire une peau neuve en disant non, mais on veut protéger un peu la nature et eux, ils vont venir nous un peu dérégler tout ça. C'est aussi un peu la base des spectacles du Puy du Fou, on protège notre espace naturel. Dans les spectacles du Puy du Fou, donc là c'est un autre livre qui s'appelle Le Puy du Faux, comment ce parc d'attractions déforme l'histoire. Il y a toujours quelque chose où c'est oh là là, on vit très bien, le doux temps des paysans, c'est incroyable, tout va bien. Et puis il y a un envahisseur qui arrive. Et en fait, il faut se battre contre cet envahisseur parce que c'est cet envahisseur qui dérègle tout, c'est la décadence. Et voilà. Et donc, c'est ça, l'idée de l'écofascisme, c'est vraiment l'idée de préserver l'environnement naturel pour protéger une identité qui correspond à cet environnement. Et je vais terminer avec une dernière notion que je n'ai pas développée parce que je voulais la développer maintenant, qui est la critique de la modernité, parce qu'elle concerne particulièrement, je trouve, les chrétiens et donc les catholiques. Et pour Antoine Dubiot, en fait, cette critique de la modernité, c'est un très bon indicateur du discours écologiste. Parce que la modernité, c'est la modernité qui a engrangé la crise écologique avec un capitalisme fossile qui est fondé. Donc le capitalisme fossile, c'est l'extraction et la combustion des énergies fossiles. Son imposition par les Européens à travers à toute la planète à travers la colonisation. Et en même temps, merci la modernité pour la contraception, les vaccins, les lunettes, tout le fait de ne pas mourir en couche, 50% de mourir en couche, etc. L'éradication de la variole, on peut lui dire merci. Et donc, Antoine Dubiot rappelle, c'est toujours sa thèse dans ce livre, c'est l'importance de bien clarifier ces termes, parce qu'il faut il rappelle de bien critiquer l'impact matériel de cette modernité, la destruction des environnements, la destruction de la nature, mais qu'il ne faut pas critiquer la modernité au sens de nouveaux droits pour les personnes, on va dire, subalternes. Et donc il faut faire très attention au discours qui est porté. Et par exemple, je vais faire un dernier petit aparté. Il y a un petit peu plus d'un mois, à Lyon, il y a eu une manifestation pro-vie. Et donc c'est pareil, les mouvements Manif pour tous, etc., se réinventent en disant non mais nous ne sommes pas anti-avortement, nous sommes pro-vie. Alors j'ai fait un peu la blague, donc j'ai un peu divulgaché ma blague ce midi à table, mais si je demande à quelqu'un ici de lever la main, qui est contre la vie ? Personne ne va lever la main parce que personne n'est contre la vie. Et en fait, les mouvements se réinventent en protecteurs du vivant, en reprenant moi j'appelle ça une abjecte rhétorique de la défense de la vie. Et la modernité, en fait, c'est aussi la contraception, l'avortement, le droit à disposer de son corps, etc. Et donc, c'est un peu ça le... Pardon, je me suis un peu perdue.
Donc c'est pour ça que c'est avec ça que je termine, parce que pour moi c'est une notion qui est très importante, et c'est une notion, c'est ce dont parle Antoine Dubiot, c'est cette importance de bien définir les termes et de faire attention à ce qui est dit, et dans les collectifs d'engagement chrétien pour la nature, écologistes, il faut faire aussi attention à ces termes pour empêcher une forme de pente glissante. Voilà. Merci. Merci Gabrielle pour cette présentation. Pente glissante. Pour moi, c'est la critique de la modernité, c'est cette pente glissante. Alors maintenant qu'on a toutes ces limites, dérives, récupérations en tête, on va pouvoir passer au témoignage de nos intervenantes. Et je les présente rapidement, mais ils compléteront évidemment avec des choses bien plus intéressantes que cette présentation succincte. Mais je commence avec Christophe Bourreux, que vous avez, pour une partie d'entre vous, vu pendant la déambulation dans la forêt, qui est théologien, professeur émérite de la Catho de Lyon, frère dominicain au couvent de la Tourette. Vous avez écrit plusieurs livres, dont 2 en rapport avec les plantes, la forêt et Dieu. Et depuis que vous êtes arrivé à la Tourette en 2003, vous êtes impliqué dans la gestion forestière, d'où la balade déambulante. Ensuite, Marie Oudelette, à ma gauche, qui, après 10 ans dans l'ONG interreligieuse Coexister, tu es cette année en train de faire un diplôme universitaire sur les questions de genre, et tu fais ton stage dans une association d'insertion professionnelle des femmes. Et en parallèle, tu co-gères un café-cantine solidaire sur l'île, et tu es aussi engagée à Greenface. Et Bertie, tout à la gauche, Bertie Peña-Verrier, tu es engagée dans le collectif Lutte et Contemplation, et plus largement militante écologiste. Tu as habité près d'1 an dans un écolieu au service de la transition écologique et sociale de l'enseignement supérieur. Et tu commences un travail de création de jardins potagers avec et pour les personnes âgées. Maintenant, je vais pouvoir enfin passer le micro à nos intervenantes, en commençant par une question qui est: comment et quand avez-vous fait le lien entre l'écologie et votre foi, et comment l'évangile nourrit-il vos engagements? Une question assez large, mais je vous propose d'en profiter pour vous connaître davantage. Est-ce que Christophe voulait bien commencer? Allez. Ça s'est commencé, j'enseignais depuis un certain temps déjà, donc je suis professeur de théologie systématique. J'enseigne l'herméneutique, les questions entre foi et révélation. Je suis à la limite entre la philosophie, l'anthropologie et la théologie. J'ai eu quelques étudiants et quelques étudiantes qui ont mené ensuite une brillante carrière, ici présente notamment. J'ai eu cette chance-là, des consolations de temps en temps. Pardon ? Sylvaine. Le point de départ le plus important, c'est une interpellation de Bruno Latour que j'ai rencontré ici d'ailleurs dans cette maison. Il venait de publier Jubilé ou les tourments de la pensée religieuse, grâce au truchement d'ailleurs de Geneviève Descropes qui était parmi nous hier. Je l'ai aperçu. Et Bruno Latour, c'était quelqu'un de très cordial, très, très engageant et avec laquelle les relations étaient faciles. Et il lance cette provocation: mais vous, les théologiens, qu'est-ce que vous avez à dire sur la crise écologique qui est en train de se faire? Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai que j'avais fait déjà un premier livre sur les plantes de la Bible, et donc j'avais beaucoup travaillé déjà aussi sur les questions entre science, l'articulation entre science et foi. Et donc, c'était une porte ouverte qui m'attendait. Donc, je me suis engagé, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là. Donc, mon engagement ensuite de croyant, d'une certaine manière, c'est comme théologien, donc des enseignements, enseignants-chercheurs, des cours, des publications, etc. Voilà. Plus concrètement, alors maintenant, après ça, donc s'il faut que je me présente ici, effectivement, je suis responsable dans la communauté du domaine qui nous entoure. Vous avez la forêt, un petit massif forestier de 35 hectares là. Et bon,
effectivement, il faut passer aux choses concrètes. Alors le concret, maintenant que je suis à la retraite, c'est quand même un mi-temps quasiment à manier le tracteur, la tronçonneuse, la débroussailleuse, faire des tas de bois, rencontrer des gens, etc., qui viennent acheter du bois, etc. Et c'est un engagement... Bon, le choix, si vous voulez, ce qui s'est proposé, qui est venu assez naturellement, c'est de s'engager dans les corps intermédiaires. Voilà, en gros, ça serait ça. C'est-à-dire les gens qui font de l'écologie au concret, je pense, et qui, sans le savoir, mais qui sont très soucieux de la bonne santé de la nature qui nous entoure. Alors, donc, concrètement, je suis engagé dans le syndicat forestier du Rhône, France-Ilva du Rhône. Je suis engagé dans des contacts plus informels, mais quotidiens, enfin, courants avec les agriculteurs qui sont en fermage ici et avec lesquels je travaille, avec les chasseurs aussi, et puis d'une manière générale avec tous ceux qui profitent de la fonction récréative de la forêt, qui viennent ici, donc les promeneurs, les randonneurs, les vététistes, tous ceux qui veulent organiser une randonnée ou une course, etc. dans la forêt. Mon grand projet complètement utopique, complètement farfelu, c'est de me proposer comme président de la République sur une base d'un programme avec 4 points. J'ai 4 points à mon programme politique. Le premier point, c'est la déconstruction de la Tour Eiffel, qui est un symbole fort, exclusif de la modernité colonialiste, à l'occasion de l'exposition universelle de 1989, ce phallus qui se dresse dans le ciel parisien, c'est absolument horrible, la domination masculine terrible, qui malheureusement a donné réaction de l'Église catholique, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, qui exhibe des seins de femmes dans le ciel. Donc il faut sortir de cette alternative, donc il faut démonter la Tour Eiffel. C'était prévu à la démonter après la fin de l'exposition universelle. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, je vois que vous êtes attentive. Mon deuxième point, c'est la suppression des hebdomadaires et des mensuels. C'est-à-dire que, donc, depuis Marianne, Valeurs Actuelles, Paris Match, Figaro Magazine, Le Point, L'Express, etc., je provoque... C'est de l'absence de pensée totale. Sous prétexte qu'on vous digère des livres, etc., c'est refuser que les gens puissent penser par eux-mêmes. Et toutes ces publications... c'est le support majeur de la consommation, voire de la surconsommation. C'est là où on vous vend des voyages, du parfum, des voitures, le dernier gadget à la mode, etc. Voilà, qu'on vous fait miroiter la vie rêvée à travers Gala des sommités de ce monde. Donc voilà, exit tout ça. Il faut arrêter tout ça. Il faut défendre la presse quotidienne, avec de très bons journaux. On a cité hier abondamment les DNA, Dernières Nouvelles d'Alsace, Le Progrès, qui est un bon journal, etc. Les journaux locaux sont absolument essentiels à la démocratie. Mais ces hebdomadaires qui prétendent nous donner à penser, ça ne vaut rien. Mon troisième point, on va aller très vite, c'est l'interdiction d'entrer dans les supermarchés de plus de 200 mètres carrés des enfants de moins de 13 ans. C'est-à-dire que quand je vais au supermarché, je vais faire les courses de temps en temps, quand même pour quasiment toutes les semaines pour la communauté, je vois, voilà, non, c'est pas possible. C'est vraiment les induire dans le système de la consommation et leur apprendre à choisir, etc., de manière compulsive. Il faut arrêter ça. Donc, de même qu'il y a les cinémas porno, jadis quand ils existaient, étaient interdits aux moins de 18 ans, eh bien, on peut très bien interdire les supermarchés de plus de 200 mètres carrés voilà. Je dis 200 mètres carrés parce que les petites supermarchés dans les villes sont absolument nécessaires. Quand le papa ou la maman qui était allé chercher ses enfants à l'école, il ne va pas laisser la poussette dehors. Je veux dire, accroché avec le chien. Non. Donc il faut qu'il puisse quand même rentrer avec dans le main. Voilà. Et mon dernier point, vous voyez, c'est un programme qui va marcher. C'est la suppression de la scolarité en 4e, 3e et seconde.
Ouais. Donc ça ne sert à rien, cette scolarité. Ça sert à occuper les enfants, les adolescents, hein, les petites filles et les petits garçons qui sont en poussée hormonale à cet âge-là, ce qui est normal. Hein. Bon, mais il faut les occuper. Voilà. Mais il faut arrêter de leur bourrer le crâne pendant 3 années où ils ont bien d'autres choses à faire que de passer 7 heures par jour et 5 jours par semaine assis sur une chaise alors qu'ils ont un corps qui est en plein développement, etc. Donc suppression de cette scolarité pendant 3 années. Hein. Et alors, l'État ne va pas démissionner évidemment de sa fonction éducatrice, hein, mais on va les occuper. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des classes vertes, hein, on va stimuler la permaculture, donc on va fournir ça ne va pas du travail des enfants, mais on va leur montrer comment. Quand même, il faut bien les occuper. Hein, et on en a besoin. Découverte de la nature, faire du sport, évidemment. Hein, apprendre des choses élémentaires, le bricolage, hein, apprendre à monter un mur, etc., faire du ciment, apprendre la couture, à créer ses propres vêtements, apprendre les rudiments de la défense militaire, tout simplement. Hein, manier un fusil, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Bon, il faut apprendre, mettre un masque à gaz, etc. Il y a tout un tas de choses. Apprendre à conduire, tout simplement. Le permis de conduire sera à 16 ans. Au moment, c'est là où on a envie. Moi, j'ai appris à conduire, j'avais 12 ans. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, c'est mes 4 points. Hein. Tour Eiffel, hebdomadaire, supermarché, scolarité. Merci Christophe pour ce programme politique. Je rigole un peu, mais c'est quand même, on a cité hier Ivan Illich, c'est exact, je suis inspiré par la pensée de Ivan Illich en repensant tout ça. Hein. Ivan Illich qui est un... Vous avez entendu votre médic? Pardon? Avez-vous retrouvé le nom de docteur républicain? Oui, ça va me revenir. Stepanov. Oui. Stepanov? Non, dans l'ensemble des bouquins que vous avez cités. On fera passer ça à la fin de la conférence. C'est la dernière question. Oui. Merci Christophe. Marie, est-ce que comment tu peux nous expliquer comment tu as fait le lien entre cette écologie et ta foi? Alors moi, j'ai pas de... Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation déjà. Moi, j'ai pas de programme politique à vous vendre, enfin de candidature à défendre pour l'instant. Peut-être pour vous dire d'où je parle. Mon lien, peut-être d'abord à l'écologie. C'est une écologie, je dirais, hyper pragmatique. Mes parents sont issus de milieux populaires. J'ai grandi à la campagne dans le nord de la France. Je suis petite fille d'ouvriers agricoles et d'ouvriers en usine. Et forcément, ça a influencé mon rapport à l'économie et au bien commun. Et donc à la nature, aux gens, à l'argent, aux choses. Et donc, oui, je dirais une question de bon sens, quoi. Pour l'anecdote, je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai peur de la guerre de l'eau depuis que je suis toute petite. Guerre de l'eau. La guerre de l'eau. Le manque d'accès à l'eau, en fait, voilà, qui peut conduire à des conflits au niveau international. Côté foi, elle m'a été transmise par les femmes de ma famille, ma mère, mes grands-mères, et ça a été entretenu par l'école aussi, parce que je suis issue, un pur produit de l'enseignement privé catholique. Et au lycée, j'ai été bercée, je dirais, par Saint François d'Assise, à la fois sur son texte que vous connaissez toutes, j'imagine, « Le Seigneur fait de moi un instrument de ta paix », et le psaume de la création, une invitation à la contemplation. Et donc ça a nourri très tôt en moi une vocation à être artisane de paix. Enfin, c'est un truc qui résonnait, c'est la béatitude qui résonnait le plus en moi. Et après, je dirais que ça fait 10 ans que je suis en bouleversement profond et en transformation intérieure progressive. Évidemment, il y a eu le moment de 2015, Laudato Si, certes, mais aussi le film Demain, avec une notion des actions possibles, en tout cas, de changement, de transformation. Et j'étais engagée à Coexister, j'étais salariée de Coexister à ce moment-là, et j'avais un peu cette casquette de Madame Écologie de Coexister, et beaucoup liée aux petits gestes. En 2018, j'ai lu, toujours lié à Cyril Dion, Petit manuel de résistance contemporaine. Et là, ça a été un déclic.
à creuser plus. Entre-temps, entre 2015 et 2018, voilà, j'ai eu des actions liées à ma foi. Le carême est devenu très important dans ma vie pour engager des changements, notamment un carême végétarien, dans le fait que depuis 2018, je suis végétarienne, par exemple, de ne pas acheter justement pendant un carême aussi fait que j'ai revu aussi mon rapport aux choses, aux vêtements, etc. C'était catastrophique à l'époque, j'avais un petit côté de consommation pour pallier, gérer mes émotions. Et tout ça pour dire que voilà, autour de 2018-2019, j'ai pris conscience que tout ça c'était systémique, que c'était pas les petits gestes, effectivement, c'était quelque chose d'hyper culpabilisant, entretenu par l'État, et que la notion de pouvoir des entreprises, de l'impact des ultra-riches, qui sont 2 fois plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, de leur impact carbone 1000 fois supérieur à celui de l'impact carbone d'un Français moyen, qui est déjà énorme par rapport à ce qu'on devrait avoir. Comme l'a dit Gabrielle aussi, que les premières personnes, et on l'a dit aussi ce week-end, les premières personnes impactées par le dérèglement climatique, c'est les personnes les plus pauvres et en première ligne les femmes. Et voilà, ça a été très lié sur la prise de conscience que finalement mon engagement à coexister, sur apprendre à mieux vivre ensemble avec nos différences, c'était aussi un engagement écolo dans le sens où on a déjà et on va avoir de plus en plus de défis à relever tous et toutes ensemble, et que finalement c'était une super école d'apprentissage pour apprendre à gérer les problèmes liés à l'écologie. Et tout ça, ça a créé en moi un sentiment de colère. On en a parlé aussi hier avec Caroline, d'impuissance et de tristesse qui me dépassaient beaucoup. Et en fait, j'ai ressenti le besoin de sortir du côté intellectuel ou de la tête et de passer par le corps. Et tout ça a été aussi très lié, tu m'as posé la question du rapport de mon engagement à l'Évangile, le psaume 84 évidemment, de Amour et charité se rencontrent et justice et paix s'embrassent. J'ai pris conscience petit à petit par les rencontres que je faisais, notamment à coexister, la différence de réalité que je pouvais vivre avec des personnes que je côtoyais, et que effectivement le préalable à la paix, en fait, c'est la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix possible. Et ça m'a donné envie donc de commencer à prendre des positions dans l'espace public, et pour le mettre à l'agenda et demander des comptes. Et une des manières, en tout cas, qui m'a parlé, c'est le choix de la désobéissance civile non violente, et notamment avec des mouvements alternatifs à NVCOP 21 et les Amis de la Terre, qui m'a amené à une première action de blocage contre Amazon, et qui a trouvé une résonance dans l'évangile de Luc, notamment, et Lazare et le riche. Et aujourd'hui, je dirais que la béatitude qui résonne encore plus en moi, c'est heureux les affamés, les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Ça me permet d'apprendre. J'essaye d'apprendre chaque jour à apprivoiser la colère, à convertir mon cœur. Il y a une phrase qui suit tout mon parcours, c'est la question du regard, de changer de regard. Parce qu'avant coexister, j'ai été opticienne, donc il y a des choses, de changer de regard sur les autres, sur soi-même, d'aller creuser un petit peu ça. Aimer vos ennemis. Alors, j'essaye de prier pour les milliardaires, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Je me reconnaissais beaucoup aussi dans ce qu'a dit Marie-Hélène sur frères et sœurs, plantes. J'essaye de transformer vraiment mon regard au fur et à mesure. C'est un apprentissage de tous les jours. Et notamment aussi sur la question du rapport à l'exploitation et de domination du vivant, dont Gabrielle a beaucoup parlé. Et je rejoins pleinement ce qui me nourrit et encore qui résonnait là à Pâques, c'est effectivement l'espérance ne déçoit jamais. Vous avez parlé très vite et on a eu du mal à vous suivre. Vous serez d'accord pour envoyer parler plus fort. Ah oui. Par email. Oui. Oui, et je peux parler plus fort peut-être, je sais pas. Oui, pour le je suis désolée, je me rends compte que si on veut tout dire, ça va être chaud. C'est ça, on a pas mal de questions à aborder. Bertie ? Merci aussi de me recevoir. Donc moi c'est Bertille. Je viens plutôt, j'habite à 20 minutes d'ici, pas très loin. J'ai grandi en région lyonnaise, dans une famille plutôt issue de la bourgeoisie. Et j'ai grandi plus dans la foi que dans l'écologie au début. C'est-à-dire j'ai fait beaucoup de scoutisme et ça a commencé avec simplement la promesse scout et la loi scout dans laquelle
il y a écrit, et on répète régulièrement, la guide voit dans la nature l'œuvre de Dieu, elle aime les plantes et les animaux. Et donc ça, c'était une des lois qui m'a beaucoup marquée et dans laquelle je me reconnaissais le plus facilement. J'ai aussi grandi avec une maman très proche des animaux qui nous a beaucoup transmis cette sensibilité-là. Et moi, j'ai rapidement pris conscience que dans mon alimentation, en tout cas, ça ne me convenait pas de manger de la viande comme ça. Et mon engagement écologique est plutôt venu du végétarisme pour raisons plutôt sensibles. Parallèlement à ça, j'ai fait plutôt de la biologie comme étude, c'est ce qui m'intéressait, tout ce qui tournait autour de la nature. Je suis partie dans des études d'ingénieur agronome et mon engagement écologique a évolué. Mes amitiés, bizarrement, pas trop. En fait, je me suis retrouvée avec mes amis cathos, avec qui je ne pouvais pas du tout partager mon engagement écologique, et mes amis écolos, avec qui je ne partageais pas du tout ma foi. Et donc là, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Les deux sont tellement importants pour moi, comment ça se fait que ce ne soit pas unifié? Et en dernière année d'études, j'étais très très en colère par rapport à l'écologie. J'en parlais beaucoup dans ma famille, c'était assez bien reçu d'ailleurs. Et donc je me reconnais aussi dans cette colère-là. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis formée à la désobéissance civile. Et à la fin de mes études, plutôt que donc j'avais aussi un peu travaillé sur les bilans carbone, etc. Et plutôt que de travailler tout de suite à la suite de mes études, j'ai choisi de faire un semestre, 4 mois de théologie à distance, en parallèle avec du woofing, les mains dans la terre. Voilà. Et la théologie, notamment l'anthropologie biblique et la théologie de la grâce, m'ont beaucoup aidé à relier tout ça. Et j'avais entendu aussi les thèses de Lynn White dont on parlait hier, avec cet esprit dominateur, et ça a permis vraiment d'apaiser la place de l'humain dans la création et de m'engager plus loin. Et suite à ça, donc, je suis allée en écolieu. Donc, tu as parlé de Cécile Renoir et Xavier de Bénazé qui parlent de l'espérance. En fait, c'est ces deux-là qui ont créé le campus de la transition, dans lequel j'ai passé quasi 1 an l'année dernière en service civique, potager, les mains dans la terre. Et là, ça a été un lieu où j'ai pu vraiment mettre de côté la colère pour être dans l'action, la joie, la contemplation, et simplement avoir des temps au potager où je suis auprès de mes sœurs courgettes, dans l'action de grâce. Car vraiment, ça a été des temps simples où je me suis dit, là je suis humaine, là je retrace ma nature. Enfin, il y a aussi tout ce travail de se rendre compte qu'on s'est séparé du lien au vivant, et c'était une vraie rupture en fait. Il y a un gros mouvement qui donne envie d'y retourner, avec un côté, je pense, très sain et épanouissant. Voilà. Et donc ensuite, je me suis engagée. Grâce au campus de la transition, j'ai rencontré des chrétiens qui vivaient aussi leur engagement écologique, et ça a été quelque chose de très réconciliateur aussi. Et j'ai toujours une influence dans mes connaissances catho de droite, où il y a plein de discussions à avoir aussi. Pour vous citer un verset qui m'a beaucoup touchée, qui est d'ailleurs, on a entendu ce matin au lot, j'étais trop contente. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et donc là, l'image de l'enfantement, moi, quand je l'ai découverte, m'a un peu bouleversée et m'a donné énormément d'espérance dans l'idée que l'enfantement, c'est un passage, qu'une crise, c'est un passage qui est douloureux, mais que derrière, c'est la vie. Et en fait, le monde, il y a un accouchement en cours,
qui s'ouvre à quelque chose de super beau. Et l'idée, c'est pas de ne pas être responsable de ça et de se dire « Ah, ok, super, on va à Espérance, tout est dans les mains de Dieu, j'ai rien à faire. » Mais Dieu compte sur nous pour agir avec nous. Donc, ça permet une espérance, pas naïve du tout, mais une espérance vraie, concrète, qui donne... qui permet aussi d'être dans un combat apaisé et détaché de l'impact, comme on parlait tout à l'heure. Voilà pour mon rapport entre la foi et l'écologie. Tout petit point aussi, tu parlais tout à l'heure des colibris. Moi, je ne suis pas hyper d'accord sur le fait que les colibris, c'est inutile. Enfin, en tout cas, je pense que c'est vraiment important, les petits gestes, mais pas du tout suffisant et qu'il ne faut pas mettre l'accent que sur ça. Et je voulais vous partager juste une image qui est très parlante pour moi. On parle du triangle de l'inaction. C'est-à-dire que l'État, les entreprises et les citoyens se renvoient tous la balle de « c'est pas ma faute ». Alors qu'en fait, les trois sont responsables et doivent prendre leurs responsabilités en main. Dans la présentation, on a dit que tu avais créé quelque chose, un potager pour les personnes âgées. Peut-être qu'on pourra y revenir pendant le temps des questions, si c'est possible. Si ça te va, merci de répondre. Comme ça, on peut continuer. On a bien compris, je pense, vos parcours d'engagement. Et l'idée, c'est juste de poser quelques questions, d'essayer de répondre un petit peu plus, d'une manière un peu plus brève pour qu'on arrive à justement dégager du temps pour certaines questions. Et d'aller un peu plus approfondir certains points qui vous a amené à vous engager. Et peut-être Bertie, par rapport à lutte et contemplation, dans lequel tu es engagée, et nous sommes engagés toutes les deux, est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre la lutte et la contemplation et comment les deux peuvent se nourrir? Je vais essayer, oui. Alors, donc, le collectif Lutte et Contemplation, pour commencer, c'est un collectif de chrétiens engagés sur les questions écologiques et sociales qui s'est lancé officiellement en septembre 2023, donc c'est assez récent. Au début, c'était un groupe de chrétiens parisiens qui priaient, ensemble pour la création et qui priaient vraiment pour être inspirés et guidés. Et finalement, il est venu d'ouvrir ça de manière plus large. Et aujourd'hui, c'est à l'échelle nationale, avec des groupes locaux un peu partout. J'imagine que ça fonctionne un peu comme la JUP, je ne sais pas trop, mais assez décentralisé. Il y a un super groupe à Lyon, notamment. Et ce titre, Lutte et Contemplation, ça ne vient pas de nous, ça vient de Frère Roger de Thésée. Voilà. En fait, Frère Roger, dans les années 70, il y avait énormément de jeunes qui venaient à Thésée avec beaucoup de questions sur l'agencement entre leur engagement politique et la foi. Et il a beaucoup écouté et il a essayé de donner une réponse. Et il disait que l'existence chrétienne pouvait peut-être se situer entre ces deux pôles, la lutte et la contemplation, qui se nourrissent et se répondent. Donc sur la contemplation, moi je pense vraiment que l'idée de prendre le temps de regarder, de prier, d'aimer, de s'émerveiller, donne encore plus une raison de s'engager pour ce qu'on aime en fait. En fait, contempler sans lutter, ce serait un peu du développement personnel, où on prend soin de soi à soi, notre relation individuelle, mais pas dans l'action. Et lutter sans contempler, ça peut être efficace, on peut faire plein de choses, mais en fait, ce sera notre œuvre et peut-être pas l'œuvre de Dieu. Pour lutter, il faut aussi, je pense qu'il faut quand même appeler l'esprit et essayer de le suivre, quoi. Marie, toi, donc tu es engagée à Greenface et avant, pendant 10 ans, à Coexister. Et en fait, moi, je me demandais cet aspect interreligieux, comment il te nourrit et est-ce que tu vois dans notre religion catholique, est-ce qu'il y a des manques de ce côté-là? Est-ce qu'il manque des choses? Je parle vraiment de mon expérience.
En fait, moi, je suis arrivée sur l'interreligieux, comme je le disais tout à l'heure, en prenant conscience, notamment dans mon travail en tant qu'opticienne. Donc, j'étais à Tourcoing, à côté de Lille. Il y a beaucoup de diversité. Je me suis rendu compte que je côtoyais des personnes musulmanes, notamment, dont je connaissais pas du tout le quotidien, la réalité. Et en fait, c'est là où c'est venu chatouiller finalement une question que j'aime beaucoup, qui est pourquoi. Qu'est-ce qui met les gens en mouvement? Qu'est-ce qui leur fait prendre des décisions dans la vie? Voilà. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'une rencontre en magasin qui m'a conduite ensuite à coexister à travers Thésée aussi. Mais bref, c'est une longue histoire. Et en fait, à coexister, donc il y a cette notion de faire ensemble. L'idée de se dire, très bien, on fait partie, on est différentes, on fait partie de la même société, on fait face aux mêmes problèmes, comment on fait pour faire ensemble? Et donc voilà, c'est le cœur un peu de coexister, même si c'est pas forcément ce qui est le plus compris ou mis en avant de manière publique, mais c'est la diversité de moteurs vers un but commun. Et donc j'ai pris conscience, j'ai éprouvé un peu le modèle, on va dire, et j'ai expérimenté cette notion de vivre ensemble. Et de voir que des personnes de différentes identités et ce qu'elles impliquent dans le rapport au monde et aux autres pouvaient impliquer. Donc de cette prise de conscience, j'ai appris aussi à apprendre à devenir une alliée. C'est quelque chose, j'imagine, qu'au comité de la jupe aussi, dont on parle beaucoup sur la question du féminisme. Et là, j'ai commencé à découvrir cette question sur les questions de racisme, je dirais, et de discrimination religieuse, sur l'islamophobie, l'antisémitisme. Et je me suis rendu compte que ça touchait des choses plus larges que ça. Vous avez compris que j'étais aussi engagée sur l'écologie, et mon rêve, c'était en gros coexister pour la justice climatique et sociale. Et il s'avère que ce rêve existe, et ça s'appelle Greenface, donc la foi verte. C'est un mouvement qui a démarré aux États-Unis en 92, suite au sommet de la Terre à Rio, où étaient présentes des personnes de différentes religions qui, via une prière interreligieuse, se sont rendues compte du devoir sacré de protéger la planète. Et aujourd'hui, ça vient me nourrir énormément à travers le regard de Badreddin, qui est musulman, ou de Tali, qui est juive, ou de Kankyo, qui est bouddhiste, de capter aussi quel est leur rapport à la création. Et la théorie du changement de Greenface, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans le monde, 80% des personnes se disent d'une foi, confessent une foi, et que vous connaissez peut-être cette théorie de la bascule, justement, à partir du moment où on touche 3% d'une population, on peut vraiment engager un changement. Donc, on a un super pouvoir, entre guillemets, entre les mains, de dire, on a tous et toutes ce rapport à la création, allons-y, en fait, utilisons cela. Et personnellement, moi, ça m'a enraciné encore plus dans ma foi. Ça rejoint les dimensions dont tu as parlé tout à l'heure en mentionnant le pape François. Et ça rejoint aussi la question, je pense tu vas parler de désobéissance civile un petit peu plus tard, mais moi ça m'a re-questionné aussi sur finalement d'où je parle. On n'est pas égaux face à certains types d'actions, donc je remets encore une couche sur la dimension d'alliés, et peut-être que par rapport à la question catholique, moi ce que j'identifie qui manque, et qui manque aussi dans les milieux climat, mais c'est en train d'être abordé notamment par réseau Action Justice. Ouais, je n'ai pas encore bien capté. Action Justice Climat. La dimension antiraciste et décoloniale. En fait, et c'est quelque chose qui est présent, qu'on défend à Greenface France. J'ai vu aussi que vous mentionnez dans la bibliographie Fatima Wassak. Je pense que c'est essentiel. On aurait pu citer Bellux aussi. Et je pense que je suis le parcours Kéros du CERAS, je crois que toi aussi, sur la doctrine sociale de l'Église, et je pense qu'il y a une responsabilité encore plus à rendre ça plus accessible, plus visible, et à continuer à le travailler. Mais voilà, la question de l'antiracisme, je pense qu'il y a un gros sujet à ouvrir. Super, merci. Christophe, tout à l'heure, vous avez parlé donc d'une écologie pratique, concrète. Et je veux savoir comment vous pourriez nous expliquer comment vivre cette écologie concrète, pratique, comment se laisser toucher par l'écologie sans tomber dans l'aspect individualiste que vous avez mentionné tout à l'heure avec, encore une fois,
où vous n'êtes pas forcément d'accord, mais sur l'effet colibri, mais comment se laisser toucher par quelque chose de concret sans être dans l'individualisme. Je répète un peu, peut-être, je pense en s'engageant dans des corps intermédiaires, effectivement, de type associatif. J'ai fait partie d'un certain nombre d'associations comme ça. Une des premières, c'était quand j'étais à Lille, c'était pour la défense du vélo en ville. Bon, il y a des combats qui mènent, on a gagné le combat. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, par exemple, l'idéologie urbanistique, c'était de dire les flux. Il faut que les bagnoles, ça puisse traverser la ville très rapidement. Et alors on disait, ben, le vélo, il se met où dans ces cas-là? Ah, c'est pas un problème, il se met sur le côté, comme ça, on ne va pas en entendre parler, etc. Bon, le vélo a gagné aujourd'hui. Bon, donc il faut avoir des espoirs sur ce genre d'associations qui militent pour défendre des causes comme ça. Moi, je n'ai pas une âme de militant, hein, ça c'est clair. Donc, moi, je m'insère dans le concret. Voilà, le panel que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des gens, des petits propriétaires forestiers, des gens qui gèrent leur forêt. Hein. C'est des experts forestiers, des techniciens forestiers. Ce sont des gens qui réfléchissent sur le changement climatique extrêmement brutal qui nous vient. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour gérer les trois fonctions de la forêt, la fonction économique, la fonction de biodiversité, la fonction sociétale? Moi, j'y consacre beaucoup de temps, d'énergie, du corps, etc., en travaillant physiquement. Après, on pourra éviter peut-être au niveau de ma communauté, au niveau local, comme ça, qu'est-ce que je fais? J'essaye de témoigner par ce que je suis, sans... comme vous savez, nul n'est absolument prophète en son pays, donc il ne faut surtout pas que j'en parle. Mais ça induit un peu des comportements quand même. De toute façon, nous ici, quand on vit, le principe de vie, c'est une certaine sobriété quand même. Donc ça va de ce côté-là. Donc c'est d'investir, pour moi, la réponse, c'est d'investir les corps intermédiaires, travailler avec des gens concrets qui s'intéressent à des choses concrètes. Alors ça peut surgir, hein, ça peut surgir à l'occasion d'une déviation qui menace sur l'Arbrel, etc. C'est sur l'installation d'une antenne 5G, c'est tout des petites choses comme ça sur lesquelles on apporte sa collaboration. Et puis après, c'est d'encourager tous ceux que je croise, effectivement, à dire vous avez un bout de jardin, mais pourquoi vous ne feriez pas un bout de jardin? Pourquoi vous, etc. De donner à partir de l'expertise qui m'est un petit peu reconnue, de donner des conseils de plantation, surtout, et donc décourager les gens à faire du jardinage, hein, tout simplement, qui me paraît pour un équilibre de vie extrêmement important. Moi, j'ai pas beaucoup de réponses concrètes à part ça. C'est déjà bien concret. Une autre forme d'engagement, donc c'est la désobéissance civile qu'on va pouvoir aborder, qui n'est pas tout à fait dans la même lignée, mais qui pour autant est une autre réponse face à l'écologie. Est-ce que Bertie, tu peux nous expliquer cette désobéissance civile que Lutte et Contemplation prône? Et une autre action peut-être rapidement, qui sont les cercles de silence qui ont été mis en place par Lutte et Contemplation. Alors, Lutte et Contemplation, on veut faire de la désobéissance civile, comme on en a parlé hier avec Caroline aussi. L'idée, c'est vraiment de réagir face à ce qui n'est pas légal, ou parfois il y a des choses qui sont légales mais qui ne sont pas légitimes. Et dans ce cas-là, on se permet d'agir aussi. Moi, sur le plan militantisme, j'ai commencé avec du militantisme aconfessionnel, les soulèvements de la terre, etc. Donc, j'étais à Sainte-Soline l'année dernière. J'ai été aussi à la 69, là, à Toulouse, en octobre. Et au blocage de Total les années précédentes, une année précédente, pour l'AG, l'Assemblée Générale, il y a les militants qui viennent bloquer l'accès aux actionnaires. Avec Lutte et Contemplation, pour l'instant, on a envie d'inventer aussi une manière de faire de la désobéissance civile qui serait créative, joyeuse, et en fait, c'est un peu... et chrétienne surtout. Et c'est assez difficile de trouver. Donc pour l'instant, c'est encore en processus. Mais on a repris les cercles de silence. Donc peut-être que certaines d'entre vous en ont déjà fait.
C'était notamment très impulsé par les franciscains par rapport aux migrants. Nous, on en a fait beaucoup pour la COP28 en décembre. Voilà. Les cercles de silence, donc si vous ne connaissez pas, c'est l'idée de vraiment se mettre en cercle, debout, avec peut-être 2-3 bougies au milieu, des slogans derrière, et de marquer les gens sur le passage. En fait, on n'est pas du tout habitué au silence. Souvent, la manifestation, c'est en criant. Et là, le silence peut vraiment interpeller et marque aussi un poids de gravité. Et donc, à ce moment-là, les personnes qui sont dans la rue pourraient s'approcher. Et on a souvent aussi des tracts pour expliquer pourquoi on prie ou pourquoi on est là. Et souvent, il y a aussi ce qui est écrit, c'est « Notre silence est un cri ». Voilà. Donc, c'est un peu une action pauvre qui n'a pas énormément d'impact, ou en tout cas, il ne nous appartient pas, l'impact, quoi. Donc ça, c'est une mesure dans laquelle on se retrouve tous. Après, peut-être que Marie t'en parlera, mais l'idée du jeûne ou de la grève de la faim, c'est des réflexions qu'on a. Je voulais dire un autre truc sur la désobéissance civile. Ah oui, juste ce qui est un peu marrant, c'est que le terme de militant, c'est un mot qui, en termes d'origine, vient de la milice du Christ, qui était des chevaliers. Hein, donc voilà, mais bon, je trouve que c'est assez amusant de se dire que ça a un rapport avec l'Église. Et aussi, on a une présence chrétienne dans les luttes qui ne sont pas organisées par nous. Donc, j'ai parlé de la 69, on y est allé avec des militants de lutte et contemplation, avec des panneaux chrétiens. En fait, souvent dans les manifestations écologistes, il y a des panneaux qui disent nous sommes la nature qui se défend. Nous, on avait notre panneau, nous sommes la création qui se défend. Et aussi, on avait un panneau ZAD avec écrit zone aimée par Dieu. Des choses comme ça qui viennent interpeller aussi, ouvrir des discussions. Je ne sais pas si tu veux compléter par rapport à l'été contemplation. Je pense que tu as très bien résumé, même si je n'ai aucune... tu as... Ah si, j'ai un très bien aussi. Autre chose, je trouve que c'est hyper important en fait qu'il y ait des chrétiens qui viennent dans ces luttes-là, parce que moi justement à Sainte-Soline, je m'en suis rendu compte, j'étais arrivée donc avec des amis athées ou agnostiques, et en fait il y avait énormément de violence, et j'étais désarmée et j'avais qu'une envie en moi, c'était mais il faut qu'on prie, il faut qu'il y ait des gens sur place qui prient pour les personnes qui sont en train de se prendre des grenades, c'était tellement violent. Et donc moi je prie intérieurement, mais j'avais personne avec qui partager ça. Et pareil à la 69, quand on voit d'un seul coup, parce qu'on est séparés en plusieurs convois, et là tu vois qu'il y a un convoi où il y a des choses qui explosent un peu au loin, tu vois beaucoup de fumée, etc. Il y a beaucoup de stress en fait sur ces moments-là, et je pense que c'est nécessaire d'invoquer Dieu sur ces combats. Marie, toi tu es engagée sur plusieurs fronts, et on pourrait appeler ça une convergence des luttes, si tu es d'accord, qu'on emploie ce mot. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ? Et peut-être c'est l'occasion d'aborder l'écoféminisme que tu as un petit peu travaillé, et des écoféministes peut-être. Merci. Je plus sois aussi tout ce qu'a dit Bertie, parce que je me reconnais, je me sens appartenir à lutte et contemplation aussi, en environ une dimension... Ah pardon, je suis désolée. En fait, je crois que j'ai envie de dire beaucoup de choses, et du coup, je suis en mode... Parce que j'ai pas un esprit synthétique de ouf, mais... Oui, donc sur l'histoire de la convergence des luttes... On en a parlé aussi hier, que tout était lié, qu'on était interdépendants et dépendantes. Et je me suis rendu compte que c'est 3 sujets, on va dire, qui me touchent. À un moment, j'avais l'impression de me disperser un peu, de jongler entre les 3. Et je me suis rendu compte, notamment à travers le programme Interface Tour auquel j'ai participé. Alors, je le dis cash, c'est un programme qui n'est pas très écolo parce que j'ai dû prendre l'avion. Le Interface Tour, Interface, la foi, Tour. Mais c'est une décision que j'ai prise avec ma conscience et que j'assume. Mais l'idée, donc, c'était d'aller à la rencontre d'activistes et notamment de femmes. On a rencontré énormément de femmes pour comprendre quelle est, en tout cas, essayer d'étudier la place des femmes dans les processus de paix,
parce qu'en fait, elles sont moins de 20% des médiatrices, des signataires, etc., des négociatrices. Mais on sait qu'on est sur le terrain. Et donc, j'étais déjà politisée avant de partir, mais alors là, je me suis pris une claque par toutes les personnes inspirantes qu'on a rencontrées. Et je suis rentrée encore plus politisée sur les différents sujets, et je me suis rendu compte que ces 3 sujets où j'avais l'impression de jongler un peu entre tout, en fait, je pouvais potentiellement en faire une tresse. Et que le risque, finalement, si je ne mêlais pas un petit peu tout, c'était de reproduire des rapports de domination. C'est-à-dire que si je suis féministe, mais qu'avec des personnes qui me ressemblent, ce qui est logique parce que intuitivement, en fait, on va vers les personnes qui nous ressemblent, c'est un féminisme blanc où finalement j'allais reproduire des rapports de domination avec des femmes racisées à qui je vais confier le soin du care parce que j'ai un niveau social peut-être plus important. On peut parler d'écologie aussi, de riches, ou ce qu'a abordé Gabrielle, entre autres. Et donc, que si je lis pas tout ça, en fait, je fais juste déplacer le curseur, mais je remets pas en question le système en profondeur. Donc vraiment, maintenant, j'essaye humblement de penser à ces notions de classe, de genre, de race, quand je participe à une action, et de toujours me questionner sur comment je me situe vis-à-vis de chacun de ces sujets. Et par exemple, pendant le voyage, donc le tour du monde, j'ai eu la chance d'aller au Brésil, de rencontrer des populations autochtones aussi au Mexique, et de me questionner sur mon rapport à la terre, à la propriété par exemple, ce dont on a parlé aussi tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes de religion matriarcale, où c'est venu vraiment me chatouiller parce que, en tant que catholique, j'avais l'impression de voir un syncrétisme en fait dans des religions comme le candomblé par exemple, où c'est des personnes qui à la fois vivent une forme d'écoféminisme, on a parlé de la Pachamama hier, mais qui se définissent aussi comme catholiques, qui ont encore des rites catholiques liés à la colonisation. Et donc ça, c'est venu me questionner aussi, et à la fois faire écho en moi sur la manière dont je peux vivre ma foi. Donc je la vis pas du tout à leur manière, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une pluralité en fait possible. Et toujours sur cette question du coup de l'écoféminisme, je vais pas du tout approfondir. Marie-Hélène a fait. Moi, je suis pas qualifiée comme elle pour le faire, mais il y a plein de manières différentes de définir. L'origine, je dirais, du problème. Et je partirai sur peut-être Bellux et le mouvement Black Lives Matter qui parle d'aller de la marge au centre. C'est-à-dire que si je me mets, si je réfléchis ou si je vais chercher, c'est mieux même. En fait, une personne concernée qui est le plus à la marge possible, je sais pas, je veux dire une femme peut-être noire, malentendante, lesbienne, et selon, ça cumule. Mais si en fait je fais en sorte de partir de ses besoins à elle, forcément, en fait, tout le monde va gagner en liberté. Et c'est ça que j'essaye aujourd'hui de mettre en œuvre et en tant qu'allié, d'essayer dans des espaces, ou même comme ici, de parler de cette notion-là, en tout cas, d'aller encore plus à la marge pour trouver et construire des systèmes alternatifs, et que pour ça, moi, je suis une femme blanche, donc je n'ai pas la légitimité, ça n'aurait pas de sens de faire des grands discours sur l'antiracisme, mais de dire que pour moi, il y a une responsabilité, en tout cas à me former sur le sujet. Il y a que de la même manière qu'il y a une responsabilité à faire de la prévention dans les milieux climat et autres sur les violences sexistes et sexuelles. Voilà. Et donc de continuer à travailler cette histoire de changement de regard, c'est pas toujours agréable, c'est même profondément dérangeant, mais de bien s'entourer aussi de personnes avec qui partager ces sujets pour avancer et se transformer. Alors je vous propose, pour garder un tout petit peu de temps pour les questions après, de finir avec, si vous le souhaitez, si vous souhaitez nous partager un ouvrage ou des ressources qui vous sont chères pour que nous, on puisse continuer la réflexion ensuite. Et en même temps, si vous voulez réagir à ce que nous a présenté tout à l'heure Gabrielle sur le livre Écofascisme, je vous en prie. Christophe, Les livres ? Oui, les livres.
Ouais, il y avait donc le livre de Caroline Marchand qui est marqué au tableau. Sinon, moi, je pense que le livre de Bruno Latour, les entretiens posthumes, La religion et l'épreuve de l'écologie, qui vient de sortir, Bruno Latour se situe bien dans sa quête sur... voilà, nous n'avons jamais été modernes, hein. C'est-à-dire, Bruno Latour, c'est vraiment un penseur de l'après-modernité sans renier les acquis de la modernité, hein. Donc c'est ça. Mais, et là, il réarticule bien comment, à partir de son premier texte qui est publié dans cet ouvrage d'ailleurs, qui est une thèse en philosophie qui accumule différents chapitres, notamment un sur l'interprétation de l'évangile de Marc. Il réenracine toute sa quête, sa réflexion par rapport au questionnement religieux. Et puis l'autre livre que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est intéressant, c'est de Charles Stepanov, donc S-T-E-P-A-N-O-2-F, Charles. Il est un spécialiste donc, de l'animisme sibérien, mais à l'occasion du Covid, il a été enfermé et dans son pays qui est en gros du côté de la Brie, par là. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage », dans laquelle il fait une analyse anthropologique et sociologique du milieu de la chasse en France. Et il montre pourquoi aujourd'hui ce milieu est vraiment très menacé, enfin très, très atteint, parce que effectivement le milieu de la chasse défend une position qui est incompréhensible aujourd'hui, parce qu'elle est ni de la préservation, ni de l'exploitation. Donc aujourd'hui, le curseur, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Et le milieu de la chasse, justement, traditionnellement, n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Donc il est accusé par tout le monde. Oui, moi je voulais réagir un tout petit peu à ce que tu as présenté, Gabriel, parce que j'ai un peu tiqué sur la question de l'enracinement. Moi je pense vraiment que l'enracinement permet justement de s'engager, le rapport à la terre et d'être ancré sur un territoire permet de l'aimer et donc de vouloir le protéger. Et justement, Fatima Wassak, elle en parle pour une écologie pirate, en disant que les personnes qu'on met dans des cités et qui finalement ne sont on leur dit qu'elles ne sont pas chez elles en France et en même temps elles ne sont plus chez elles dans leur pays d'origine, finalement ne peuvent pas vivre cet enracinement. Et donc il y a beaucoup de travail qui est fait aussi là-bas pour... je saurais mal en parler, mais l'idée aussi c'est de permettre un engagement écologique. Enfin, il y a des gens super sur place qui lancent ça, dont Fatima Wassak et je ne sais plus comment il s'appelle. Tu vois le banlieue climat. Oui. Je sais plus son nom. Bon, ouais. Banlieue climat en tout cas, c'est génial. Et sinon, moi, la référence dont je voulais vous parler, c'est pas un livre. Je suis pas une méga universitaire qui lit énormément, mais c'est une série YouTube en 8 épisodes qui s'appelle Des arbres qui marchent. Si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment génial. Il y a plein de témoignages dedans avec des universitaires, si vous aimez ça, et aussi des militants. Il y a vraiment beaucoup de témoignages. C'est réalisé par quelqu'un qui s'appelle Pierre-Paul Randers, qui est belge. Comment ? C'est acheté dans ma paroisse. Ah, bon bah voilà. Donc Des arbres qui marchent. Et le titre vient de l'évangile de Marc, où l'aveugle de Bethanie, c'est comme ça, l'aveugle de la piscine là, quand il retrouve la vue, il dit « Je vois des gens comme des arbres qui marchent ». Voilà. Comment ? Et on refait quelque chose et ça va mieux après. C'est un partout temporaire, je sais pas si ça. Ah, ok. Je crois que c'est pas allumé. C'est 8 épisodes sur YouTube. Une série, chaque épisode dure à peu près 30 minutes. Moi aussi, je voulais vous proposer une alternative aux essais et qui revient. Enfin, j'aime beaucoup le titre. C'est Resisters, Resister. Enfin, voilà, ça a un double sens de sister et résister. Et en fait, c'est de la vulgarisation. C'est Marie-Hélène qui parlait hier de Jeanne Burgard-Gountal. Si vous préférez la version essai, il y a Être écoféministe, qui est un résumé de sa thèse. Et là, c'est la version roman graphique aussi, qui est pas mal faite, avec plein d'informations, de références, etc.
Et après, je fais une petite promo par rapport à Interface Tour. On a sorti un podcast. Si vous avez envie d'en savoir plus justement sur ces femmes activistes dont je parlais, on n'a pas rencontré que des femmes. Ça s'appelle Je crois que la Terre est ronde. Voilà, c'est un podcast qui est Je crois que la Terre est ronde. Où dans chaque pays où on est passé, on partage voilà, les initiatives qu'on a rencontrées, et du coup c'est un peu plus loin, enfin un peu ouvert, plus que l'écologie. C'est pas que de l'écologie, mais on parle de convergence des luttes sur plein de sujets différents, et donc voilà, politisation. Et donc une invitation qu'on porte ensemble du coup avec Lutte et Contemplation. Je sais pas si on voit bien quand même. C'est un jeûne interreligieux. Cette semaine, en fait, à la fin de la semaine, vendredi, donc il y a l'Assemblée générale de Total Energy. Total Energy, donc tu as commencé à en parler, Bertie, qui porte un projet en Ouganda et en Tanzanie de pipeline, en fait, du plus grand pipeline, du plus grand oléoduc chauffé au monde. Et comme l'ont précisé les chercheuses et les chercheurs dans le rapport du GIEC, aujourd'hui, toute énergie fossile est censée rester dans le sol, en fait, si on veut atteindre voilà, tous les objectifs environnementaux. Et donc, l'idée, là, c'est de se mobiliser au nom de nos foi, en interreligieux, en soutien à nos frères et nos sœurs en Ouganda et en Tanzanie. Donc, vous pouvez vous inscrire. L'objectif, c'est de rassembler, c'est très, très ambitieux, 1443 jeûneurs et jeûneuses cette semaine. Donc, vous pouvez le faire quand vous voulez cette semaine. Justement pour dire que au nom de nos foi croyantes et personnes de différentes spiritualités se mobilisent justement face à ça, et essayer de faire pression à l'occasion de l'Assemblée générale, et montrer que c'est pas uniquement les mouvements climat de la société civile, mais aussi nous en tant que personnes croyantes. Ah oui, pardon. 1443 comme la taille et la longueur du pipeline. En fait, les 1443 km. Enfin, c'est un truc, c'est énorme, quoi. Ça fait 2 fois la longueur de la Seine. Enfin, bref. Et ça a un impact. Enfin, c'est un projet vraiment climaticide et néocolonial, dans le sens où il y a des populations, des villages entiers qui ont été déplacés. Il y a une notion de fracture avec le sacré aussi, parce qu'il y a des tombes qui ont été déplacées et dans des conditions ignobles. Et un impact sur la biodiversité, malgré ce que Total veut dire on améliore la biodiversité sur place. Enfin, ça n'a pas de sens. Bref, c'est l'enfer, quoi. Et peut-être dernière invitation pour la suite, pour donner suite en fait au week-end du comité de la jupe. Il y a une association aussi catholique féministe, très amie, qui organise un week-end de retraite cet été à l'écoute de la création, et c'est expérimenter le féminisme chrétien. On en a parlé hier, c'est le moment de tester, et donc ça a lieu du 11 au 14 juillet dans le 79, je ne sais plus où c'est, mais... Et des femmes et un Dieu. Ouais. C'est l'association. Oui, pardon, par des femmes et un Dieu. Donc il y a des petits flyers si vous voulez en savoir plus. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour tous vos témoignages. Juste réagir à... Mais en fait, la Fati Wasak, etc., c'est plus la question de l'empouvoirment et s'approprier un espace dont on est exclu ou dans lequel on a été relégué, alors que l'enracinement vu par les écofascistes, c'est plutôt exclure toute personne perturbatrice ou toute personne qui viendrait de son espace, l'idée de protéger son espace, et donc protéger un espace blanc, chrétien, etc. Mais du coup, ça montre qu'il fallait que je peut-être définisse mieux les termes, parce qu'il peut y avoir c'est toutes ces questions de sortir de l'ambiguïté des termes et de savoir exactement de quoi on parle. C'est surtout une réutilisation de cette notion d'enracinement qui est extrêmement importante pour tout un ensemble de populations et qui est réutilisée par l'extrême droite. C'est vraiment ça, par le fascisme. Il y a un autre détournement chrétien qui est la pensée de Simone Veil, je le dis au passage. L'enracinement, c'est Simone Veil. Voilà, donc il y a un double, si tu veux, un double glissement aussi de cette pensée-là qui est reprise par la droite. En tout cas, je les remercie pour tous ces témoignages, et puis j'espère que ça vous accompagnera pour la suite.